Ah, je vous attendais. Comment ça? On n'a pas le temps. On est sur un gros coup. C'est le moment d'exercer votre œil à repérer ce qui est intéressant de ce qui l'est moins. Et pour ça, j'ai sélectionné pour vous deux paires d'objets sur lesquels nous allons baser votre formation. Deux possibilités comme toujours. Soit vous savez exactement ce que c'est et vous pouvez rester quand même. Ça vous fera réviser et ça vous donnera la satisfaction d'avoir raison. Soit vous ne savez pas du tout ce que c'est et vous restez aussi et vous apprenez quelque chose et quand vous verrez cet objet chez quelqu'un ou sur une brocante, eh bien, vous pourrez briller en société. Et pour commencer, deux questions pour deux axes. Qu'est-ce que c'est et donc par extension, quel est le contexte de création, de popularité, de collection? Et en quoi c'est fait et par extension, comment, où et à quel prix? Et tout cela en double exercice puisque nous avons deux paires. Et à la première blague sur les différentes paires de choses qu'on peut trouver sur cette planète, je vous préviens, je me barre. Donc nous avons deux paires de chiens de faux. Une petite et une grande, et tout l'intérêt va être de les comparer en termes de qualité, de date, de prix et d'authenticité également. Donc les chiens de faux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gardiens représentés assis, allant par paire, l'un généralement avec une patte sur une boule et l'autre pouvant avoir un petit auprès de lui. Pour les nôtres, il s'agit de deux paires de chiens de faux placés sur des socles. Sur les grands, effectivement, l'un a une patte posée sur une balle qui ressemble à une pelote de laine. Il n'y a pas de petit chien sur l'autre. Il y a des rubans dans les gueules de chacun d'eux. Sur les petits, les deux ont une patte posée sur un objet et on voit clairement des sillons qui peuvent faire penser à une fleur. Originellement, les chiens de faux, ou lions de faux, puisque ce sont des représentations de lions dans la Chine ancienne, ce sont des gardiens impériaux chinois et des éléments d'architecture. On les trouve traditionnellement devant les palais impériaux, les maisons des personnes importantes, les tombes, les bâtiments administratifs, les temples, depuis la dynastie Han, c'est-à-dire entre le 3e siècle avant et le 3e siècle après Jésus-Christ. Clairement, ça ne date pas d'hier. En tant que gardiens protecteurs, ils ont des pouvoirs de protection du foyer, de la dynastie ou de la personne. Ils sont représentés par paires puisqu'ils forment un couple et un équilibre, c'est le yin et le yang. Le mâle est le positif, il pose sa patte sur une sphère, et pour les lions de faux impériaux, cette sphère représente le monde, c'est le même système que les sphères qui composent les régalias du couronnement des rois chrétiens. Ça peut aussi représenter une fleur de lotus, ou comme ici, une pelote de fil. Le mâle protège la structure, l'extérieur, il est placé à gauche quand on sort du bâtiment, et la femelle, le négatif, qui peut retenir un petit lion, elle représente alors l'éducation, elle protège l'intérieur, le foyer, et elle est placée à droite en sortant. Alors ici, bien sûr, il ne s'agit pas d'éléments d'architecture, mais le petit élément qui se trouve ici indique l'usage, il s'agit de porte-baguettes d'encens. Donc on met sa baguette d'encens dans le trou, on allume et c'est censé être pittoresque, un peu spirituel, mystique, pour surtout satisfaire un certain type de client à travers les âges, on va le voir après. Alors les chiens de faux peuvent être produits en marbre, en granit, en bronze, en fer, en terre cuite, en jade, et cela nous mène à notre seconde problématique, la matière. Matière opaque, fragile, est-ce que la lumière passe à travers? Oui. Est-ce qu'on a des petits amas d'oxyde de fer qui se sont formés pendant la cuisson? Oui. C'est de la porcelaine. Dans les deux cas. Donc c'est un biscuit de porcelaine blanc qui a été recouvert d'un émail translucide pour le protéger. Et une porcelaine blanche à motif asiatique, en France et en Occident de façon générale, on appelle ça le blanc de Chine. En fait, ce terme désigne la porcelaine haut de gamme produite par les Fours Dragons de la ville de Dehuo, une ville qui est non loin de la côte au sud-est de la Chine. Généralement, la porcelaine est fabriquée à partir de 3 ingrédients principaux, le kaolin, le quartz et le feldspath. Puis on cuit pendant 78 heures dans les fours dragons à chambre. Ce sont des fours avec des successions de 4 à 6 chambres collées, voire plus, qui grimpent sur des montagnes et le tout pouvant aller de 10 à 30 mètres de long. Donc vous comprenez qu'avec cette structure, bien plusieurs artisans étaient nécessaires pour le fonctionnement de toute l'installation, et donc beaucoup d'artisans, ça signifie grosse production de qualité, et production toujours en cours aujourd'hui. La porcelaine de ces fours dragons de Dehuo est une porcelaine très caractéristique. Par sa blancheur, en fait depuis le XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, c'est une teinte plutôt crème, et une matière d'une pureté absolument remarquable, avec très peu de points noirs en surface. Cela signifie une grande qualité des matières premières et une aussi grande qualité du travail des artisans. Caractéristique par la translucidité de l'émail, et là vous voyez toutes ces petites bulles d'air de l'émail quand on regarde à la loupe. Caractéristique par sa production, puisqu'il s'agit de statuettes plus ou moins importantes. Et cette production, eh bien, elle reste cohérente dans le temps depuis le milieu du Xe siècle. Et elle traverse toutes les dynasties, donc les Tang, les Song, les Yuan, les Ming, et jusqu'à la dynastie Qing au XVIIIe, XIXe siècle. Alors bien sûr, fabrication et caractéristiques cohérentes, mais production
différentes. Même si ce qui sort des fours Dragons de Desrois est de taille relativement modeste, on a surtout de la qualité. Donc qu'il s'agisse de statuettes, figurines, civiles ou religieuses, saints ou divinités, taoïstes ou bouddhistes en leur époque, des animaux réels ou imaginaires, des fleurs, des vases, des boîtes, des encensoirs, porte-pinceaux, chandeliers, tasses, bols, théières, récipients divers, autant d'objets admirés en Chine, vus et admirés à l'étranger, puis exportés, la situation auprès de la mer aidant. Donc vers l'Europe, l'exportation commence au début du XVIIe siècle, et explose au XVIIIe. Alors, la production de Desrois est aussi exportée vers le Japon, qui est un pays voisin. Et évidemment, une fois que ces productions sont exportées, eh bien, les pays qui la reçoivent, et parlons de l'Europe en ce qui nous concerne, vont chercher à imiter cette porcelaine. Le blanc de Chine, c'est une source d'inspiration capitale pour absolument toutes les manufactures de céramique, de porcelaine, depuis le XVIe siècle, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, comme en France. En France, l'intérêt pour la céramique blanche existe au moins depuis la Renaissance. Et c'est facile de comprendre pourquoi quand on sait que les objets blancs étaient des objets très communs. On pense aux ivoires, par exemple qui représentent la Vierge, ou aux couvertures de livres, ou tout simplement aux statues en marbre. Le blanc en Europe, c'est un symbole de pureté qui fait que le blanc des porcelaines orientales est très tôt apprécié et ça passe très bien. Et c'est à partir de Louis XIV, dirons-nous, que le blanc de Chine, la porcelaine elle-même, devient une mode et qu'on importe de la porcelaine pour alimenter le goût des chinoiseries. Les différentes compagnies des Indes en Europe surfent, si je puis dire, sur cette mode et importent cette porcelaine en masse. La Compagnie française des Indes orientales, à partir de 1664, ne sera pas en reste. Et au XVIIIe siècle, explosion du goût pour les chinoiseries. Alors on parle aussi de blanc de neige ou de l'or blanc. Et comme en France avant 1760, on ne sait pas faire de la vraie porcelaine, fine, blanche et transparente, eh bien on importe en masse et ça va être la mission de toutes les manufactures de percer le secret de la porcelaine chinoise. Louis XV, roi de France, crée d'ailleurs la manufacture de Vincennes dans ce but et lui donne cette mission. Donc toutes les manufactures européennes cherchent d'une part à imiter le blanc de Chine, d'autre part à trouver le secret de la vraie porcelaine. Alors, ce sont les Allemands qui vont trouver le secret en premier, la manufacture de Meissen. Mais rassurez-vous, en France, on trouve du kaolin près de Limoges, et là, révélation, on comprend que c'est l'ingrédient principal pour faire de la vraie porcelaine, c'est-à-dire de la porcelaine à pâte dure. Et puis au XIXe siècle, les porcelaines chinoises sont un peu délaissées parce que eh bien, on savait en faire nous-mêmes, parce que il y en avait carrément trop partout, et parce que la production devient plus facile, devient mécanique, et donc forcément la qualité baisse puisqu'on privilégie la quantité. Alors aujourd'hui en Europe, on trouve encore du blanc de Chine dans les grandes familles, qu'à celles qui ont du goût. C'est un objet qui se transmet très bien, ou chez des collectionneurs très divers, parce que voilà, c'est encore une matière noble, et la porcelaine, ça reste l'ultime objet de collection. Est-ce que vous avez du blanc de Chine chez vous? Ou de la porcelaine? Non? Bah, vous n'avez pas de goût. Ça va, je plaisante. Et pour nos pièces alors, dans toute cette histoire, où est-ce qu'elles se situent? Alors la datation du blanc de Chine, c'est toujours un peu compliqué, surtout pour les pièces faites sous la dynastie Ming et la dynastie Qing, de la fin du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, parce que les modèles sont très conservés et très refaits. Alors bien sûr, si c'est marqué Made in China, ou un autre nom extrême oriental quelque part sur la pièce, vous pouvez tranquillement la reposer et considérer cet objet comme un objet de décoration et un objet de décoration. Globalement, on peut quand même dater en se basant sur plusieurs éléments et en les croisant pour affiner la datation. La forme, le modèle, la taille, la finesse du travail sont assurément des moyens de datation. La couleur et le processus de cuisson également. On a là deux petits modèles et deux grands modèles. Les petits modèles demandent évidemment moins de matière, donc on économise et on peut produire plus d'objets. La logique de production de masse, de quantité, c'est plutôt une logique d'exportation, s'attendrait plutôt à dire que ce sont des objets tardifs. La qualité des petits est nettement inférieure à celle des grands, et là clairement, je ne vais pas dire c'est incroyable, mais j'ai eu de la chance de tomber sur une copie petit modèle de mes gros modèles. Donc les petits sont assurément du 19e siècle,
il y a quelques traces d'oxyde de fer en surface, donc ce n'est pas du 20e, puisque la production mécanique du 20e évite justement l'émergence de ces oxydes. Mais étant donné la qualité des finitions des pièces, je n'irais pas à dire que c'est début 19e, et vu la blancheur comparée à la blancheur plutôt crème des chiens grands modèles, on est sur des pièces milieu 19e. Et déterminer que les petits sont 19e, ça nous permet de déterminer que les grands, qui sont par la qualité de leur finition, par l'aspect un peu plus crémeux de leur couleur, par la qualité de la glaçure, par leur taille, et plus particulièrement, et ce toujours par comparaison de style et de détail, de ce qui se faisait précisément à une certaine époque, celle de l'empereur Kangxi entre 1662 et 1722. Ce ne sont pas des faux parce qu'il y a des petits défauts qui n'ont pas été créés de main d'homme, et quand on regarde à la loupe et on voit des micro-rayures qui se créent nécessairement avec le temps et qui ne sont pas du tout régulières, on est assuré qu'ils sont authentiques et au moins du début du XVIIIe siècle. Et ces expertises expliquent qu'on a d'un côté une paire de chiens de faux qui vaut plutôt 200 € et de l'autre côté une paire qui en vaut plutôt 800. Et précisons que si vous trouvez un chien de faux solitaire, c'est-à-dire qui n'est pas présenté ou vendu comme une paire, eh bien ça perd absolument tout son intérêt et ça vaut moins de la moitié du prix d'une paire. C'est-à-dire que 200 € la paire, ça ne fait pas 100 € la pièce, parce que, encore une fois, l'intérêt c'est d'avoir une paire. Donc que ce soit une paire symétriquement identique, ou une paire avec un mâle et une femelle, l'intérêt c'est la paire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'avoir une paire de lions gardiens du foyer chez vous. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour Arcotech. Bisous.